J'ai passé la matinée à repasser le doux châle bleu qu'Elias m'avait offert l'année de la naissance de Ravière. Il sentait encore légèrement le cèdre, même si je le gardais caché dans un tiroir à tissu. Le coffret à bijoux sculpté au celui dont la fabrication m'a pris 3 semaines était soigneusement emballé dans du papier de soie, noué d'un ruban bleu marine. J'avais doublé les compartiments de velours et gravé une petite inscription sous le couvercle, pour des choses trop précieuses pour être perdues. Ce n'était pas cher, juste quelque chose fait de mes mains, tissé à partir de mon histoire. Sur place, le complexe se dressait avec sa façade de pierre blanchie à la chaux, ses candélabres scintillants, cherchant à tout prix à paraître grandiose. J'y suis entré seul. Une fille à la réception leva les yeux, sourit distraitement et me tendit un badge. Amalia. Sans mère du marié. Sans la bordure dorée de l'étiquette de la mère de Valeria. La sienne avait un petit ruban blanc sous son nom, sur lequel était écrit famille VI peine cursive. Je restai là un moment, hésitant à demander des éclaircissements, mais la jeune fille était déjà passée au client suivant. La pièce était chaleureuse, vibrante de cette émotion agitée qui ne sait où se tenir que si elle bouge. La famille de Valeria était partout, ses oncles en veste sur mesure, ses cousines en robe champagne, tous riaient comme s'ils se connaissaient depuis toujours. Je suis resté à l'écart jusqu'à ce que quelqu'un me guide vers une table au fond, marquée ami du couple. L'homme à côté de moi vendait des matelas orthopédiques. La femme en face élevait des alpagas à Querétaro. Aucun des deux ne connaissait Ravière. Il me parlait comme si je faisais partie du décor. Quand la danse a commencé, j'ai vu Ravière traverser la piste. Son costume impeccable. Le menton de son père. Il a dansé avec Valeria, puis avec sa mère, puis avec une tante plus âgée dont les bracelets en argent tintaient doucement sous ses pas. J'attendais, les mains jointes sur ma jupe, prête à attendre le moment où il se retournerait, me verrait et me sourirait. Mais il ne l'a pas fait. Un photographe est passé devant moi 2 fois sans lever son appareil. La chanson s'est terminée. Une autre a commencé, puis une autre. Au moment du dessert, j'ai arrêté d'attendre une douceur. J'ai plié soigneusement ma serviette, je l'ai glissée sous mon assiette et je suis parti sans que personne ne s'en aperçoive. 4 jours plus tard, Valeria est apparue à ma porte. 4 jours après le mariage, elle se tenait sur mon porche avec une petite boîte de viennoiserie et un homme que je ne connaissais pas. Il sourit comme s'il était à sa place, tendant la boîte. Des biscuits pour les groupes, dit-il doucement. J'ai pensé que tu aimerais quelque chose de relaxant. L'homme à côté d'elle hocha poliment la tête, mais ne dit rien. Il portait une fine serviette et un pantalon kaki trop parfaitement repassé pour être une coïncidence. Je m'écartai et le laissai entrer. Nous étions assis à la table de la cuisine. Ravière était dans un coin, occupé à un projet scolaire. Elias était assis à côté, lisant les nouvelles du matin. Valeria regarda autour d'elle et loua la lumière. « Cette maison dégage une bonne ambiance, dit-elle. » Sa voix était douce, mais ses yeux ne cessaient de se tourner vers son compagnon. Sans cérémonie, il posa la mallette sur la table et l'ouvrit. Valeria en sortit une liasse de documents soigneusement reliés, sur laquelle reposait un stylo-plume. « Ce n'est qu'une formalité, dit-elle. Une procuration durable, au cas où quelque chose arriverait. Ravière et moi avons pensé que ce serait utile. » J'ai soulevé la première page. Le vocabulaire juridique était dense, mais le sens était clair, autorité financière, accès aux propriétés, effet immédiat. Le mot agent apparaissait trop souvent. Tout comme contrôle. Je n'ai pas réagi. Au lieu de cela, j'ai servi du thé pour nous 3, ajoutant un morceau de sucre au sien sans demander son avis. Bien sûr, dis-je doucement. Je vais le lire attentivement. Elle sourit, satisfaite, et rangea le paquet dans son dossier. Le notaire ne dit rien et se leva pour partir. Valeria me toucha légèrement le bras avant de franchir la porte. Je les ai regardés s'éloigner par la fenêtre, sa main bougeant tandis qu'elle parlait avec animation, sa posture calme et posée. Lorsque leur voiture a disparu, j'ai emporté le paquet dans le bureau et l'ai glissé sous un tiroir rempli de vieilles lettres et de chèques annulés. Je n'avais pas besoin de temps pour décider quoi en faire. Il me suffisait de me rappeler ce qu'Elias m'avait prévenu il y a longtemps. Ce soir-là, j'ai ouvert la porte du sous-sol et allumé la lumière. Le sous-sol sentait comme toujours, vieux bois, pierre froide et une légère trace de vernis provenant des projets inachevés d'Elias. Je n'y étais pas allé depuis des mois, pas depuis l'arrivée de l'hiver. Les marches craquaient sous mon poids, non pas une plainte, mais un souvenir.
Derrière des pots de peinture empilés et une boîte à outils rouillée, je découvris le meuble bas qu'Elias avait encastré dans le mur. Je m'agenouillai, les genoux raidis par le froid, et tendis la main vers le loquet. La clé était toujours cachée dans le manche creux du balai. Il aimait toujours les endroits malins. J'ai tourné la clé une fois. La serrure a cliqué facilement. La boîte métallique à l'intérieur était plus petite que dans mes souvenirs. Je l'ai posée sur mes genoux, j'ai essuyé une fine couche de poussière et j'ai ouvert le couvercle. À l'intérieur, des dossiers soigneusement étiquetés laissaient apparaître des onglets de couleur, des dossiers d'investissement, des actes de propriété, une copie scannée d'un fonds fiduciaire à San Luis Potosí. Au fond, coincé entre deux paquets reliés, se trouvait une lettre dans une enveloppe portant uniquement mon nom. Amalia. L'écriture d'Elias. Je l'ai senti dans ma poitrine avant même que mes doigts ne le touchent. Je dépliai lentement le papier. La lettre était brève. Je sais que tu ne demanderas pas d'aide, même si tu en as besoin. Alors j'ai tout prévu. Ceci est à toi, pas à nous, pas à lui. À toi. Ne le dis pas à Ravière. Non pas que je doute de lui, mais parce que je ne sais pas quel genre d'homme il deviendra. Si jamais tu dois choisir entre la paix et la pression, choisis-toi. Je t'aimerai toujours. Mes mains ne tremblaient pas, mais quelque chose en moi bougea, quelque chose s'ouvrit. Une rupture silencieuse. Les chiffres figurant sur les documents joints étaient clairs, un solde de plus de 8 millions de pesos, répartis entre des actions, des obligations et une propriété secondaire dont j'ignorais même l'existence. Tout était à mon nom. Intact. Pas de bénéficiaire. Pas de procuration. Pas d'accès partagé. J'ai fermé le dossier, je l'ai rouvert, j'ai compté les zéros. Puis je me suis levé, j'ai porté la boîte à l'étage et je l'ai placée sous la lampe dans ma salle de couture. Le lendemain matin, j'ai appelé l'avocat d'Elias. Le lendemain matin, je me promenais en silence dans la serre. L'air était immobile. Mon souffle embuait la vitre en minuscules nuages. Je me déplaçais entre les pots comme d'habitude, vérifiant la terre avec le dos de mes doigts, touchant les feuilles qui poussaient sans demander la permission. Dehors, le lac était immobile. En moi, quelque chose avait changé non pas par panique, mais par lucidité. Comme se réveiller au milieu d'un long rêve et réaliser. Et je réalise. Vous vous préparez à ce moment depuis le début. J'ai appelé Horacio Félix juste après le déjeuner. Il avait l'air plus âgé, mais pas réservé. Quand j'ai mentionné Elias, il a marqué un temps d'arrêt. Il m'a dit que je pourrais appeler un jour, si je le faisais, cela voudrait dire que j'étais prêt. 2 jours plus tard, nous nous sommes retrouvés dans son bureau aménagé dans un garage. Rien de spécial, juste de la poussière de papier et l'odeur des vieux dossiers en cuir. Je lui ai tendu les dossiers du carton au sous-sol. Il les a lus ligne par ligne, hochant lentement la tête. Puis-je construire quelque chose de solide, a-t-il dit. Discret. Fermé. Personne ne s'approche sans votre autorisation. Nous avons établi une fiducie privée et irrévocable. Les conditions étaient fermes. Tout transfert de contrôle nécessitait une confirmation écrite de 2 médecins indépendants. Jusque-là, j'étais le seul à y avoir accès. J'ai redirigé toutes les actions, les comptes, même le terrain à San Luis Potosí, chacun conservé sous une entité familiale inactive que seul Elias et moi utilisions. Pour l'exécuteur testamentaire, non à Blanca. Nous n'étions pas proches, mais c'était toujours constant. Sans flatterie. Sans intention malveillante. Juste quelqu'un qui rendait chaque assiette que je lui prêtais et ne posait jamais de questions auxquelles je ne pouvais répondre moi-même. À mon retour, chaque parcelle de l'héritage d'Elias était protégée. Non pas par défense, mais par respect. Je ne l'ai pas fait par colère. Je l'ai fait pour que le poids qu'il m'a laissé ne soit pas gaspillé par des mains qui ne voyaient de valeur que dans ce qu'elles pouvaient signer. Cette nuit-là, j'ai mieux dormi que depuis des mois. Le vent frôlait les fenêtres comme un vieil ami qui passait. Le matin, une nouvelle enveloppe attendait à la porte. Une semaine plus tard, une autre enveloppe arriva. Couleur crème. Pas de notaire. Pas de visite. Juste du papier plié en 3, l'écriture soignée de Valéria dans un coin. Version simplifiée. Pour votre tranquillité d'esprit. À l'intérieur se trouvait une version plus épurée de la même procuration. Un langage plus doux. Pas de tampon légal. Aucune pression apparente. Mais le contexte n'avait pas changé. Accès immédiat.
Contrôle total. Tout, au cas où. J'ai appelé la banque cet après-midi-là. Je n'ai pas mentionné de nom. J'ai juste demandé s'ils avaient vérifié mes antécédents. La femme au téléphone m'a mis en attente, puis est revenue avec hésitation. Je l'ai compris dans sa voix. Une enquête avait été ouverte 2 semaines avant le mariage. Le nom était Valeria Guzmán Méndez. Cela a été fait discrètement mais officiellement. Ils avaient commencé à enquêter avant l'échange des vœux. Je l'ai remercié, j'ai raccroché et j'ai reposé l'enveloppe sur le comptoir. Je ne l'ai pas déchirée. Je n'ai rien écrit dessus. Je l'ai glissé dans le tiroir sous le chauffe-pain, derrière des reçus et une vieille déclaration d'impôt. Il appartenait aux choses qui n'avaient plus besoin d'attention. Ensuite, j'ai sorti la farine et les citrons. Les biscuits étaient plus acides que d'habitude. J'avais entaillé les coquilles trop près. J'avais volontairement laissé transparaître l'amertume. J'en ai enveloppé la moitié dans du papier sulfurisé et je les ai rangés en hauteur dans le garde-manger, à portée de main. Le reste a refroidi tranquillement sur la grille. Plus tard, j'ai défroissé les torchons et relu la liste de courses, même si je n'avais rien écrit de nouveau. La maison ne semblait pas tendue, juste immobile, comme si elle attendait que je nomme quelque chose que je connaissais déjà. Ce matin, j'ai rédigé un message. Pas long. Juste une invitation. Brunch. Ma maison. Aucune raison donnée. Aucun détail demandé. Je l'ai envoyé sans le relire. Puis j'ai pris la boîte de scones et j'en ai mis 2 de côté. J'ai mis la table pour 3. Une petite nappe en lin. Mes meilleures tasses de thé. Le bon beurre, juste assez ramolli pour être tartiné. Les scones au romarin avaient refroidi sur la grille, leur arôme flottant doucement dans la cuisine. J'en ai mis 2 sur une petite assiette, j'en ai laissé un dans le four sans y toucher. La 3e tasse de thé fumait tranquillement entre eux. Ils sont arrivés ponctuellement, dans des manteaux impeccables, avec des expressions chaleureuses, d'une manière qui semblait répéter. Javier m'a fait un léger bisou sur la joue, comme quand j'étais au lycée et que j'avais besoin de héler la voiture. Valeria a encore une fois fait l'éloge de l'éclairage. Cette maison est toujours si chaleureuse, dit-elle en pliant soigneusement sa serviette sur ses genoux. J'ai versé le thé, proposé des scones et écouté Valeria commencer son script. Nous avons parlé à un ami, un membre du service des personnes âgées, dit-elle d'un ton léger. Une version révisée a été suggérée. Rien de définitif. Juste provisoire. Pour rendre les choses plus faciles. Elle fouilla dans son sac à main et en sortit un autre dossier élégant et mat, attaché avec un ruban doux au lieu d'une pince. Il le plaça entre nous, le faisant glisser vers l'avant comme un cadeau. Je ne dis rien. Au lieu de cela, je pris mon propre dossier et le posai sur le sien. Pas de ruban. Pas de chaleur. Juste des signatures notariées et un sceau. Valeria hésita, puis l'ouvrit. Ses yeux parcoururent la page une fois, puis une autre fois plus lentement. Javier se pencha. Aucun des deux ne parla. À l'intérieur se trouvait la confirmation notariée de la fiducie. Les actifs d'Elias sont désormais officiellement transférés. Irrévocables. Privés. Protégés. Clauses médicales incluses. Aucune possibilité d'annulation. Aucune condition qu'il pouvait remplir. Tout est réglé, dis-je doucement en levant ma tasse de thé. Aucune signature n'est nécessaire. Javier cligna des yeux, ses doigts tremblants près de sa tasse. Valeria lissa le bord de la serviette sur ses genoux, plus lentement cette fois. Personne n'a pris de scone. Le reste du repas fut bref. Ils refusèrent de se resservir. Javier offrit un sourire crispé avant de se lever. Valeria m'a remercié encore une fois pour le thé et pour mon ouverture d'esprit. Je les ai accompagnés jusqu'à la porte sans un mot. Puis je suis resté près de la fenêtre pendant qu'ils montaient dans la voiture. Je les ai regardés s'asseoir un moment avant de partir. Cet après-midi-là, j'ai reçu un message. Cela a pris 3 jours avant que j'aie de ces nouvelles. Pas d'appel. Juste un SMS. Vous avez rendu cela plus difficile que nécessaire. J'ai regardé l'écran, le pouce flottant pendant un moment avant d'appuyer sur le bouton de verrouillage. Je n'ai pas rouvert le message. Le pain grillé dans mon assiette était devenu froid. J'ai versé une autre tasse de thé et je l'ai laissé intact à côté. Le suivant est venu de Valeria 2 jours plus tard. Nous voulions simplement contribuer à assurer l'avenir de Javier. Si nous faisons une erreur,
j'espère que vous comprendrez que nos intentions étaient bonnes. C'était propre, soigné, sans aucune émotion. Pas de place pour moi. Je l'ai lu 2 fois, en cherchant le bord, et je l'ai trouvé dans le Moed. Je l'ai retrouvé chez Ansur. 2 mots enveloppés de courtoisie mais tranchants en dessous. Ils ne voulaient pas m'aider. Ils voulaient s'aider eux-mêmes avec le mien. J'ai supprimé les 2 messages. Aucune partie de moi ne voulait classer ce qui ne méritait pas d'être mémorisé. Cette nuit-là, j'ai ouvert un tiroir qui n'avait pas fonctionné depuis des mois. À l'intérieur se trouvaient des cartes d'anniversaire, une fleur séchée de la remise des diplômes de Ravière et une vieille clé USB. Je l'ai branchée sur l'ordinateur portable dans le coin de la salle de couture. Une vidéo est apparue. Ravière avait 10 ans, il était assis dans un fort en couverture dans le salon, tenant une lampe de poche sous son menton. C'est l'histoire du tuyau hanté, dit-il d'une voix 2 octaves plus basse que la sienne. Je riais en arrière-plan, ma voix plus jeune plus légère. Je l'ai vu se débattre de façon dramatique, tomber en arrière dans une pile d'oreillers et sourire directement à la caméra. Comme s'il savait que je souriais derrière lui. Je l'ai regardé 2 fois. Ensuite, j'ai fermé l'ordinateur portable et remis la mémoire dans le tiroir. Cette nuit-là, je n'ai répondu à aucun d'eux. J'ai plié les torchons, essuyé le comptoir 2 fois et éteint les lumières une par une. Je n'ai ressenti aucune colère, aucune victoire, juste plus de silence. Le matin, je suis allé à la poste et j'ai récupéré les clés de ma nouvelle maison. La nouvelle cabane se trouvait dans une rue plus calme, cachée derrière une clôture et une rangée de cornouillers envahis par la végétation. Les fenêtres étaient coincées à l'ouverture. Les planches du plancher craquaient dans le couloir, comme si elles essayaient de se rappeler qui elles contenaient. J'ai aimé ça. Il n'y avait rien de faux ici. J'ai déballé lentement, n'emportant que ce qui comptait. La théière bleue. Une photo encadrée d'Elias près de la serre. Le vieux fauteuil à bascule qu'il m'a gardé l'été après que Ravière soit parti à l'université. Tout le reste a été laissé derrière. La plupart des matins, je me rendais à pied à la bibliothèque de Main Street, à quelques pâtés de maison de l'ancienne pharmacie. Ce n'était pas vraiment une question de livres. C'était le silence, la sensation de respirer aux côtés d'autres personnes qui n'avaient pas besoin de remplir l'air de son. Derrière la bibliothèque se trouvait un terrain que personne ne revendiquait. Nous l'appelions le coin arrière, pas de panneaux, pas de clôture, juste de la terre tassée et des mauvaises herbes qui oubliaient qu'elles étaient censées fleurir. J'ai commencé à retourner la terre un après-midi sans aucun plan, juste en tirant silencieusement mes mains dans la terre. Juana est arrivée une semaine plus tard avec un thermos de thé à la menthe poivrée et une paire de gants dépareillés. Margarita est arrivée ensuite, s'appuyant sur une canne qu'elle n'utilisait que lorsque quelqu'un était avec elle. Elena regardait. Au début, elle n'a pas dit grand-chose, mais elle a apporté des graines enveloppées dans du vieux papier journal et une miche de pain qui avait un léger goût de romarin et d'écorce d'orange. Nous n'avons pas parlé des enfants, pas directement. Quand nous l'avons fait, c'était plus à cause du temps qu'ils avaient laissé derrière eux que de la tempête qu'ils étaient devenus. Nous avons planté des tomates, puis du basilic et une seule rangée de tournesols dont nous n'étions pas sûrs qu'ils survivraient. Il n'y avait pas de rôle ni de règle, juste un rythme tranquille d'apparition et de creusement. Nous nous sommes arrosés plus que les plantes. Je me suis retrouvé à fredonner à nouveau, bas et sans but, en époussetant la saleté de mes genoux. La première pousse a eu lieu après une semaine de pluie. Une petite boucle verte, têtue et brillante. Cette nuit-là, j'ai fait cuire des biscuits et je les ai laissés refroidir sur le rebord de la fenêtre. Le lendemain matin, une voiture que je n'avais pas vue depuis des mois s'est arrêtée de l'autre côté de la rue. Le brouillard ne s'était pas encore levé lorsque j'ai remarqué la voiture garée là. Ce n'était pas une camionnette de livraison ni la berline d'un voisin. C'était familier, comme le sont les souvenirs, flous sur les bords mais ayant la forme de quelque chose en quoi vous aviez autrefois confiance. Ravière sortit lentement, sans manteau, sa capuche relevée contre le froid. Il avait l'air plus vieux que dans mes souvenirs. Pas seulement dans son visage, mais dans la façon dont ses épaules se voûtaient vers l'intérieur. Comme s'il se préparait à quelque chose qui n'arriverait pas d'un seul coup. Il n'a pas frappé. Il était assis sur les marches du porche, les mains croisées, les coudes sur les genoux. Je l'ai observé depuis la fenêtre pendant un long moment. Puis j'ai ouvert la porte et je suis sorti sans parler. Nous étions assis côte à côte, le bois froid sous nous. Il tenait une enveloppe blanche dans une main, dont les bords étaient pliés à force de la tourner. Maintenant, je vois ce que j'ai fait, a-t-il déclaré. Je ne l'ai pas vu à l'époque, mais maintenant je le vois.
Sa voix était calme, pas de répétition, pas de jeu d'acteur. Cette fois, j'ai hoché la tête lentement, laissant les mots se poser dans l'espace entre nous. Après un moment, j'ai répondu. Je te pardonne, dis-je. Mais le pardon ne vient pas avec une clé. Il a regardé l'enveloppe, puis moi. Je n'attends rien, a-t-il déclaré. Je voulais juste que tu saches. Je le vois maintenant. Ce qu'il a fallu. Je n'ai pas demandé ce qu'il y avait dans l'enveloppe. Je n'y ai pas touché. Je l'ai posé à côté de moi, je me suis levé et j'ai commencé à mettre les marches derrière moi. Sans un mot de plus. Je ne l'ai pas appelé. Quand il a tourné le coin, j'ai pris l'enveloppe. Je l'ai pris à l'intérieur et je l'ai mis sous le hibou en céramique sur le rebord de la fenêtre. Je ne l'ai pas ouvert. Cet après-midi, je suis retourné au jardin derrière la bibliothèque. Le basilic avait pris racine et 2 tournesols perçaient déjà le sol. Je me suis agenouillé à côté de Juana et je lui ai passé la petite truelle. Cette nuit-là, j'ai écrit une lettre. Pas pour Ravière, pas pour Elias, mais pour quelqu'un d'autre. J'ai fait cuire le gâteau dans l'après-midi, quand la lumière était faible et chaude contre le carrelage de la cuisine. Juste une couche de citron et de graines de pavot avec un glaçage fin que j'ai versé de mémoire, sans recette. Sans aucune raison, si ce n'est simplement par envie. Pendant qu'il refroidissait, je me suis assis à la table avec une feuille de papier que je n'avais pas touchée depuis des années. Je l'ai aplatie, j'ai stabilisé mon stylo et j'ai commencé à écrire. Pas pour Ravière, pas pour Elias, mais pour la femme qui était. Celui qui souriait à des choses qui n'étaient pas drôles. Celui qui croyait que l'amour signifiait toujours céder du terrain pour maintenir la paix. Je n'ai pas beaucoup écrit. Juste assez pour dire. Tu peux arrêter de retenir ton souffle maintenant. J'ai dit que le poids avait été porté assez loin. Ce silence n'est pas synonyme de sécurité. Que les frontières ne sont pas des murs. Ce sont des portes que vous fermez derrière vous pour pouvoir dormir la nuit. J'ai plié la lettre et je l'ai glissée entre les pages d'un vieux livre que je n'ai pas terminé. Un dont je n'avais plus besoin. Certaines histoires n'ont pas besoin de fin, juste de libération. Après le dîner, j'ai mis le gâteau sur une petite assiette, j'ai allumé une bougie au centre et j'ai éteint la lumière du plafond. Il n'y avait pas de musique, pas d'applaudissements. Juste le doux scintillement de la flamme et le bourdonnement du réfrigérateur. J'ai fermé les yeux et j'ai fait un vœu. Pas pour quelqu'un d'autre. Pas pour réparation ou retour. J'ai souhaité le calme. Les matins sans vérifier mon téléphone. Des après-midi sur Terre avec des femmes qui n'avaient pas besoin de demander ce qui était perdu. J'ai souhaité le genre de paix qui n'a pas besoin d'être prononcé à voix haute pour être réel. Quand j'ai ouvert les yeux, j'ai soufflé la bougie d'un seul coup. Le silence qui suivit ne ressemblait pas à de la solitude. J'avais l'impression que c'était quelque chose que j'avais mérité. Le lendemain matin, je me suis réveillé avant le soleil. J'ai enfilé mon pull et je suis sorti pieds nus dans le jardin. La rosée était froide, la terre humide de promesses. J'ai pris la petite truelle sur le rebord de la fenêtre. Et s'agenouilla là où les tournesols commençaient à se pencher vers la lumière.